Alors moi, je suis un chanceux. Toute ma vie, j'ai été un chanceux. Mais un chanceux un peu instable. J'ai commencé relativement jeune. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Et je développe une passion. J'ai toujours vécu à côté de la mer et dans la mer. Mais j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 15 ans et demi. Et à l'époque, j'étais apprenti tapissier décorateur. Ah, j'ai passé mon CAP et 2 jours après mon CAP, j'ai trouvé le moyen d'acheter mon professeur à la chambre des métiers qui m'apprenait mes cours et qui est devenu mon salarié. Et on est passé chez le notaire et le notaire m'a dit « Mais jeune homme, donnez-moi votre pièce d'identité » et je n'avais pas 18 ans, il me manquait une semaine et on a été obligé de redécaler d'une semaine parce que je n'étais pas majeur. Donc là, j'ai été tapissier décorateur. Après ça, alors tout ça, c'était que de la passion. J'ai toujours eu la chance de faire ce que j'avais envie. Mais au bout d'un moment, je dois me lasser. J'ai pas envie de faire la même chose tout le temps. Et quand j'ai un peu cerné les choses, eh ben, j'aime bien passer à autre chose. Donc après ça, j'ai été négociant en produits de charcuterie, caviar et foie gras. Donc c'est vraiment totalement différent. Ça s'est très bien passé. Alors j'ai fait une dizaine d'activités différentes et où j'ai eu beaucoup de chance. Et même si tout n'a pas été parfait, j'ai jamais déposé un bilan de ma vie. Ça s'est toujours passé positivement, quoi. Après ça, j'ai tenu une crèche pour enfants qui était la plus grande crèche privée des Pays de la Loire. J'habitais en France et j'étais président des crèches des Pays de la Loire. J'ai décidé de changer de métier. Et là, j'ai passé des cours de droit et je suis devenu agent immobilier. De agent immobilier, j'ai fait une petite marche supérieure, je suis devenu promoteur immobilier, j'ai construit 22 immeubles en 7 ans. J'ai toujours une phase de 7 ans où je changeais un peu de métier, des fois un peu de femme aussi. Et après ça, bah c'est pareil, là, 22 immeubles en 7 ans, j'avais un peu fait le tour de la promotion et puis la montée fiscale en France. Alors tout ça, c'était quand même une vie de fou. Hein. 22 immeubles en 12 ans, c'était 45 salariés. Je devais bien faire une dizaine de repas chez moi par an. Donc c'était toujours sur la route. Donc évidemment, j'ai divorcé parce que... voilà. Et donc, étant tout seul, je me suis dit, bon, tentons une nouvelle aventure. Et le Sénégal. Donc là, j'avais racheté une plage déserte sur une île du Cap-Vert, où j'ai voulu monter un port de plaisance privé sur une baie qui était extraordinaire. Et puis, monter un port, techniquement, c'est un peu compliqué. J'y suis allé 17 fois, on a monté un gros projet. Et au moment où on était prêt, on a eu l'accord du permis de construire, élection présidentielle là-bas, et le président du Cap-Vert ne voulait pas le port sur l'île de Mayo où je voulais, mais sur l'île de Saint-Vincent, et tout est tombé à l'eau. Et pour construire mon port, vu que j'étais pas milliardaire, et qu'au Cap-Vert, il n'y a rien de rien. C'est des îles désertes. J'avais donc décidé d'acheter un petit campement à Mbodienne-Plage, et 30 km en dessous d'Hambourg. Et je m'étais dit, comme ça, je vais approvisionner mon chantier, je vais apprendre un nouveau métier, gagner 3 francs 6 sous, et quand les travaux seront faits là-bas, je vendrai mon campement et j'irai m'occuper de mon port au Cap-Vert. Et vu que le président n'a pas voulu que je fasse les choses, tout est tombé à l'eau, et je me suis retrouvé à Mbodienne, et là, j'ai fait 10 ans de tourisme. Mais je ne vais pas avouer que je vais raconter le tourisme au Sénégal. Ça ne se passe pas trop bien en ce moment. Il y a diverses conjonctions. Ebola nous va pas vraiment très bien. Et donc, vu que j'ai toute ma vie, malgré tout, eu les fesses dans l'eau, là, je vivais sur un site qui est assez extraordinaire. Hein. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir accéder à ce site.
Et j'ai regardé un peu ce qui se passait et je me suis dit que l'aquaculture allait devenir une obligation. Là, on est de plus en plus nombreux sur Terre, il y a de moins en moins de poissons dans la mer. Vos enfants ne vont manger que du poisson d'élevage. Deux versions. Soit que on prend ça d'une façon que financière, ou soit qu'on se dit que c'est l'avenir de nos enfants et que ça peut être bien qu'ils n'aient pas trop de boutons sur le nez et qu'il faut faire ça de façon écologique. Et vu que j'ai toujours été passionné par la mer, des bateaux, de la plongée sous-marine, je me suis mis à creuser l'aquaculture. Et l'aquaculture au Sénégal existe, mais que à terre, que en bassin. Et j'aime ce pays, j'ai eu la chance de me marier à une Sénégalaise qui est de la couleur de ma mère, enfin, mère comme ma mère, hein, et à qui j'en remercie d'ailleurs parce que, comme les précédents avant moi, j'ai développé beaucoup de passion. Mais quand on développe beaucoup de passion, on n'est pas tout seul. D'ailleurs que moi, mes poissons, c'est 7 jours sur 7, c'est le jour, la nuit, le dimanche. Et si vous n'êtes pas bien accompagné pour quelqu'un qui accepte ça, ça devient vite compliqué. Donc, merci beaucoup. Et donc, eh bien, on avait cette mer devant nous, et moi, j'ai voulu développer de l'aquaculture marine. Et là, les choses ont commencé à coincer parce que l'aquaculture existait, mais à terre. Et tous les textes de loi qui régissaient l'aquaculture correspondaient à la terre. Et moi, je voulais faire de l'aquaculture dans la mer. Donc, puisque c'était à terre d'habitude, c'est le ministère de l'Environnement qui s'en occupait. Donc, j'ai été voir le ministère de l'Environnement. Pas de problème, vous pouvez y aller, mais nous, la mer, c'est pas nous, c'est le ministre de la Pêche. Alors, je vais voir le ministre de la Pêche et ouais, moi j'ai la mer, mais j'ai pas l'aquaculture. Donc là, on a joué quand même depuis 4 ans et demi. Alors, on a eu... au bout de 4 ans et demi, j'ai rencontré un homme assez extraordinaire que je veux saluer, qui s'appelle Monsieur Haïdar El Ali. Donc on partage beaucoup de choses sur l'environnement, notamment la mer. Et il est venu plonger avec moi dans mes cages. Et il y a cru. Et il a créé pour moi la première aire marine protégée de la Petite Côte. Et dans cette aire marine protégée, c'est le petit carré qui est au bout, là. Il m'a offert la plus grande piscine du Sénégal. J'ai 4 km par 3, j'ai 12 km² de mer. C'est pour ça que c'est ma mer à moi. Et donc, dans cette aire marine protégée, eh bien, on a essayé d'imaginer... Alors, aujourd'hui, moi, je vis au Sénégal depuis 14 ans. J'ai des revenus sénégalais. Et je dois faire avec ce que j'ai au Sénégal. Donc l'aquaculture en Europe existe, mais avec des moyens très très élaborés. Et si on voulait faire avancer les choses, eh bien j'ai voulu le faire avec des matériaux qu'on a chez nous et qu'on se débrouille totalement avec ce qu'on a sous la main. Donc eh ben, à la sortie de Dakar, vous avez des bidons qui sont sur le bord des routes. On a trouvé des cordes en nylon qui sont dans toutes les quincailleries. Mais après ça, il a fallu ramener un peu d'ingénierie. Donc sur le tas de bidons que vous voyez, là, c'est une cage flottante dans laquelle on va mettre un filet au milieu. Et la cage fait 3 mètres par 3 de profondeur. Et là-dedans, on va mettre 10 000 bébés poissons pendant 6 mois. Et en 6 mois, dans une mer naturelle, on va les amener à 400 grammes. Donc tous les 6 mois, dans une cage, on va fabriquer 4 tonnes de poissons. Donc eh ben, dans cette cage... même si c'est que des bidons et tout, vous avez 1322 nœuds, des bandes d'usure. Donc ça, c'est les garçons qui fabriquent les chaussures au Sénégal. Donc on a récupéré les semelles de chaussures qu'on a collées sur les bidons pour que nos cordes... Ce qui est compliqué, c'est que la mer, c'est un mouvement permanent. Et donc, un tout petit frottement de rien, au bout d'un mois, c'est un trou. Donc, il a fallu réfléchir à une ingénierie très technique pour qu'elle soit capable de résister à la mer. Et que ça reste avec des matériaux sénégalais et avec des moyens sénégalais, que ça soit reproductible à la sénégalaise. Donc là, on a lancé en partenariat de tout ça
une formation. Et alors ça, je vous emmène dans une de mes cages, où donc là on est en pleine mer, donc on est à 3 km de la côte dans l'aire marine protégée que vous avez vu sur le plan. Et donc là on a 10 000 bébés poissons qui sont après manger. Et donc, alors au début on m'a pris un peu pour un fou, parce que faire grossir des poissons dans la mer, ils se sont dit il s'est pris un coup de soleil, le toubab. Et après il fallait le surveiller, donc j'ai dit il faut faire une maison flottante. Donc, mais une maison flottante sur des bidons, après il fallait que je convainque des Sénégalais à vivre dedans et à dormir dedans. Il m'a fallu de la persuasion. Hein, Donc là, vous allez l'apercevoir, la maison derrière. Là, on est à 3 km en mer. Hein. Donc ça, c'est dans la baie d'Obaye. Voilà la maison flottante. Mais c'est une vraie maison. Elle fait 4 mètres au carré. Dedans, ils ont un lit, une table, des chaises. Ils se font un vrai repas. Et donc, ils sont par deux pour des raisons de sécurité. Donc là, on a pu créer des nouveaux contrats de travail qui n'existaient pas, donc ça a été aussi compliqué avec l'inspection du travail pour refaire ces gardiens d'aquaculture en mer. Donc, dans cette mer, on a plongé, donc on fait beaucoup de choses en plongée sous-marine, donc tous nos garçons, eh bien, on les forme à la plongée. Et on va passer au suivant. Donc là, je vous présente mes filles. Donc là, c'est une grande première. Donc, personne au monde n'a jamais réussi à reproduire les langoustes. Moi non plus. Mais, vu que je suis un bandit un peu, j'ai regardé comment ça se passait, cette affaire. Et donc, on a regardé des langoustes au microscope, et quand ils ont copulé, on ne sait pas quand, comment, à quel moment, bon, c'est un peu quand les ondes sont un peu plus chaudes, eh bien, la maman langouste va avoir sur son ventre 15 000 œufs. Et donc, si vous mettez la langouste sous le microscope, on va voir que chaque œuf est retenu à la maman par un petit cordon ombilical, c'est un cheveu. Et donc, elle va développer le grossissement de son œuf. Et quand elle en a bien envie, elle va balancer ses 15 000 œufs dans les courants. Et c'est là que ça se gâte, parce qu'il y a la nature autour. Et sur ces 15 000 œufs, eh bien, il y en a plus de 10 000 qui vont se faire manger par les poissons. Et donc, il va en rester très très peu de vivants. Ça m'a trituré la tête et tout, et donc finalement j'ai inventé des filtres naturels. Donc vous avez vu ma cage tout à l'heure avec des filets. Et ben dedans on a remis un deuxième filet qui est fait avec une toile moustiquaire. Puis dans la toile moustiquaire on a remis un autre filet avec des grosses mailles. Et dedans là j'ai sélectionné 10 grosses femelles, 10 gros mâles, des beaux en forme. Et là on va leur donner un petit peu d'amour. De l'amour pour des langoustes, eh ben, c'est de la nourriture de qualité. Ils sont dans une mer de qualité, ils ont des beaux mâles, des belles femelles, on leur donne bien à manger. À quoi voulez-vous qu'ils pensent? Eh bien, ça a marché. Et donc, après, c'est là que je ne suis pas un scientifique. Donc là, je me suis arrangé pour que quand la maman langouste balance ses œufs dans les courants, ça passe à travers les grosses mailles du filet qui va être récupéré par la toile moustiquaire. Et donc, du coup, les poissons de l'extérieur n'ont plus accès, ne peuvent pas manger les œufs. Et c'est là que je triche beaucoup avec la nature, parce que du coup, je suis capable de récupérer sans les toucher 15 000 œufs. Donc quand on a... Alors, vu que c'est des demoiselles, hein, mes langoustes, eh ben, on va leur mettre du rouge à ongles, où on va dessiner des lettres sur chaque femelle, de façon, parce qu'on est plusieurs équipes à travailler, donc il faut qu'on puisse les repérer. Donc on sait que la femelle B, elle a des œufs sur le ventre. Et donc quand on les nourrit, on travaille un petit peu moderne. On a pris une caméra GoPro qui va sous l'eau. Parce qu'au début, on plongeait. Puis je me suis rendu compte que ça les stressait un peu, me trouve un peu grosse et ça leur faisait un peu peur. Et donc du coup, maintenant on ne plonge plus avec elles, on descend seulement une caméra GoPro dans l'eau, du coup elles n'ont pas peur, c'est tout petit, on peut les approcher très près. Et donc si on avait vu que la langouste B avait des œufs sur le ventre, ben celle-là c'est la star, on la filme tous les jours. Et quand on voit qu'elle n'a plus ses œufs, c'est qu'elle les a balancés dans les courants et que ça a été récupéré par la toile moustiquaire. Donc là, du coup, on va enlever le filet noir avec tous les papas et les mamans, on les met dans une autre cage, et on se retrouve avec une cage qui a nos 15 000 œufs dans une mer naturelle avec un zooplancton naturel.
Sauf que les poissons d'extérieur ne peuvent pas les manger, du coup, elles peuvent commencer à grandir sans être inquiétées. Et donc, alors après, il est un peu normal qu'on ait un peu de mortalité, mais je pense qu'on doit être raisonnablement capable de fabriquer 7000 langoustes avec une seule. Alors après, on est au Sénégal, et ici on fait du tibou. Ah il y en a quand même qui suivent. Et donc on le fait avec du tiof. Mais le tiof, c'est comme la langouste. Personne n'a été capable de le reproduire. Et le tiof, il a un nom qui me plaît bien quand même. Hein. Je suis désolé, c'est pas moi. Hein. C'est Penaeus aneus. Mais le tiof, alors ça je vous le dis parce que là je rigole pas. Pourquoi on n'a plus de tiof chez nous? Eh bien on n'a plus de tiof parce que le tiof il commence à avoir une vie sexuelle que à partir de la taille de 3 kilos. Et donc tous les petits tiof que vous avez mangés, ils se sont jamais reproduits. C'est pour ça qu'on n'en a plus. On ne devrait pas manger de tiof inférieur à la taille de 3 kilos. Donc nos tiof, c'est des méchants les tiof. C'est des tueurs et ils ne vont manger qu'un poisson qu'ils vont tuer vivant et qu'ils vont saigner. Si vous lui donnez un bout de sardine, il n'en veut pas. Donc là, on a... Bon, je suis désolé. Voilà. Alors, on a fait aussi un peu d'huile, je vous les montrerai après. C'est tout de suite. Donc là, je reviendrai sur les tiof parce que c'est important. J'ai appris qu'ici, c'est compliqué de faire bouger les choses. Et qu'on a besoin d'argent, qu'on a besoin de travail, qu'on a besoin de devises. Et il faut que le Sénégal puisse exporter des choses. Et on a en Europe, la France, ça n'existe plus maintenant, c'est l'Europe. Et en Europe, vous avez 9 pays qui consomment de l'huître. Mais dans ces 9 pays, vous avez la maladie des huîtres. Et donc, il y a une grosse demande, il y a une vraie habitude alimentaire, sauf qu'il n'y a plus de produits. Et nous, au Sénégal, on a des huîtres de palétuvier qui ont un petit goût de noisette assez extraordinaire, sauf que c'est une huître de pauvre. Elle n'a pas de chance, elle est 50% du temps sous l'eau, 50% du temps hors de l'eau, elle mange que la moitié du temps. Et donc, elle s'accroche aux branches, elle n'a pas une jolie forme, et elle est difficilement vendable parce qu'elle prend un coup de soleil, donc on a des fois des huîtres qui sont mauvaises, et ça a été un peu compliqué pour travailler cette huître. Alors j'ai inventé, pas l'eau chaude, mais une méthodologie qui va nous permettre de faire une huître de qualité, sans trop de compétences et avec un vrai résultat gustatif. Donc là, je vais faire ramasser des huîtres par les femmes dans toutes les îles, de taille adulte. On va les nettoyer, on les met en poche, et ces poches, on va les mettre dans la nasse que vous voyez actuellement, à 7 mètres de fond dans la mer, pendant 3 mois. Et du coup, le zooplancton de la mer va nous affiner ces huîtres, et toutes celles qui sont mauvaises vont s'ouvrir et seront mangées par les poissons et dégagées. On ne va ressortir que des huîtres d'une qualité extrême et qui seront 100% bonnes parce que la mer aura fait le nettoyage. Et donc, du coup, le fait de les affiner dans la mer, on va avoir une huître qui va avoir les mêmes paramètres techniques qu'en Europe. Et c'est là que j'ai besoin d'un petit coup de main, si vous avez des relations. Il faudrait que Monsieur le Président de la République puisse créer un laboratoire vétérinaire sénégalais agréé aux normes européennes, ce qui nous permettrait de pouvoir envoyer des huîtres vers l'Europe. Et là, c'est le jackpot pour l'emploi, pour les devises, pour les salaires, parce qu'il y a une très très grosse demande. Nous, on en a plein, eux, ils n'en ont pas. Et ça reste dans nos compétences, on a tout, on a les huîtres, les femmes, les palétuviers, la mer, et c'est quelque chose de facile à faire. Alors, j'ai attendu mes autorisations pendant 4 ans. C'est pour ça que je suis aussi un peu dyslexique, parce qu'on a travaillé sur ces 4 ans sur plein de choses, parce qu'on ne pouvait pas produire. Donc là, vous nous avez vu, donc ça, c'est des poches d'huîtres qui sont à 7 mètres de fond, et on va les chercher.
Alors à terre, on a travaillé aussi, et là on a créé une écloserie à tilapia. Le tilapia, vous avez 28 races de tilapia dans le monde. Elles sont toutes endémiques à chaque continent. Donc nous, on a au Sénégal 2 races de tilapia. Je vous préviens, il faudra me redire le nom après. C'est le Sarotérodon, Mélanotéron et Deloti, hein, qui est un tilapia qui va autant en eau douce qu'en eau de mer. Et celui-là, c'est celui que vous avez vu manger tout au début du film. Et il est assez intéressant parce que on va pouvoir le faire grossir dans une mer naturelle. Et ce poisson, il est intéressant parce qu'il est végétarien. Donc je ne vais pas tuer d'autres poissons pour le nourrir. Et en plus, c'est un vrai Sénégalais, c'est une bête de sexe, il ne pense qu'à ça, il ne vit que pour ça. Et il nous fait une quantité de poissons assez impressionnante. Il y a toujours le blabla et il y a les chiffres. Une femelle va faire, suivant sa taille, de 300 à 800 œufs 8 fois par an. Hein, mesdames? Donc, dans la photo que vous voyez, là, on a fait une écloserie et on va fabriquer dans cette écloserie 10 millions de bébés poissons, qui sont des poissons que je fabrique sans prendre dans la nature et qui sont végétariens, donc on va nourrir avec de l'arachide, du mil, du moringa oleifera, du sorgho. Et donc, ce poisson végétarien, on en fabrique 10 millions. Le fait d'en fabriquer 10 millions va me permettre d'abaisser le prix de revient de chaque alevin. Plus j'en fais en quantité, moins il me revient cher. Et là, j'ai lancé une nouvelle idée qui revient à ce que je vous ai dit avant. Je reviens sur mon tiof. Donc mon tiof, je l'ai mis dans mes cages et il vit avec mes langoustes, avec mes tilapias, et je me suis rendu compte qu'il me bouffait mes tilapias, mais qu'il grossissait bien. Et donc du coup, l'idée m'est venue de fabriquer du tilapia qui va devenir de la nourriture vivante pour tiof. Et donc comme ça, on va créer un poisson totalement écologique qui va garder son instinct de base de tueur, mais qui en même temps va nous permettre de faire pour nos enfants un vrai tiof dans une mer naturelle qui sera quand même d'élevage, mais qui va manger un poisson frais et vivant. Donc revoilà l'écloserie. Ça, c'est nos Sarotérodon, Mélanotéron et Deloti, que vous allez voir. Donc c'est un tilapia qui est très intéressant parce qu'il va en eau de mer. Faut me taper si je dépasse du temps. Hein. Donc celui-ci s'appelle Amadou. Allô, la technique, ça marche plus. Ah, pardon. Je reviens en avant. Donc là, on a fabriqué, j'ai tenu une crèche pour enfants, donc du coup, on a refait des berceaux pour les poissons. Hein, y a toujours une logique dans tout ça avec le temps. Hein. Donc, on a fait des berceaux qui sont avec des toiles moustiquaires. Et dans chaque berceau que vous voyez, il y a des mâles, des femelles, ils vont copuler. Et donc, le garçon que vous voyez va soulever le appât et en 1 seconde, on va voir si le poisson a craché ses œufs. Et donc, s'il a craché ses œufs, eh bien là, on va prendre les mâles et les femelles, c'est ce qu'ils sont après faire. On va les mettre dans le appât qui est en dessous. Et après, on va décrocher le appât et on va récupérer tous nos bébés poissons sans les manipuler. Donc, c'est une technologie simple. Hein. On a tout fabriqué chez nous ici. Et le but, c'est de reproduire... alors, j'ai été élu projet pilote du président de la République. Et donc, autour de nos cages en mer, quand on distribue, vous avez vu la nourriture tout à l'heure, il y a les courants, tout ça, et des fois, il y a la nourriture qui sort. Et quand la nourriture sort, du coup, il y a tous les poissons de l'extérieur qui viennent bouffer aussi. Ils sont pas fous. Hein. Et des fois, j'ai plus de poissons autour de mes cages que dans mes cages. Donc, soit qu'on traitait le problème, soit qu'on ne le traite pas.
j'ai décidé de le traiter. Et donc, autour de nos cages, quand vous avez vu la carte de l'aire marine protégée, eh ben, on a fait une zone tampon d'1 kilomètre autour des cages. Et là, j'ai inventé des récifs artificiels pour Sénégalais. Donc, il faut que ça soit efficace et que ça coûte pas cher. Donc, on a pris du grillage de clôture et on a fait des formes. Je ne sais pas si on a ça plus loin. Donc, ça, c'est notre tilapia d'eau douce. Le voilà. Donc ça, c'est le was. Hein. Mais celui-là, c'est l'Oreochromis niloticus. Donc l'autre, c'était un poisson d'eau de mer. Celui-là, c'est un poisson d'eau douce. C'est vraiment le poulet du tilapia, quoi. Hein. Là, on fait un poisson de entre 4 et 500 grammes en 5 mois. Alors, j'ai... à côté de chez nous, on a une carrière, une mine. Et donc, du coup, j'ai loué le lac de la mine et on a refait des cages. Et là, on fait des poissons d'eau douce. Donc, de façon à profiter de toutes les mares d'eau qu'on peut trouver pour créer de l'emploi, créer du poisson et faire de l'activité. Donc, on est, grâce à M. Haïdar, dans une aire marine protégée d'aquaculture. Et donc, au Sénégal, vous avez la direction des aires marines protégées, où il y a 200 agents, et avant qu'on commence, il devait y en avoir 20 qui savaient nager sur les 200. Donc, tout le monde vient en formation à la maison sur une semaine. Ça, c'est une photo en stage, où là, j'apprends à nager aux garçons, à plonger, à manipuler un bateau, et ce que c'est qu'une aire marine protégée. Et donc, quand on est aux cages en mer, alors je les oblige à dormir dans la maison flottante, donc... ça les remet en question. Hein. Et autour de nos cages, eh ben, on a créé nos récifs artificiels, alors qui sont très importants, si vous voulez, parce que moi j'aime bien le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et puis il y a le truc de la crémière derrière, mais je vous passe. Et donc, on crée nos poissons, on les met en mer dans une mer naturelle. On va récupérer tous les poissons qui sont autour, qu'on va mettre dans des récifs artificiels et donc les fixer. Du coup, ils profitent de l'excédent de nourriture des cages. À un moment, ils vont se reproduire et du coup, retourner vers les pêcheurs. Donc, on a optimisé totalement l'aire marine protégée qui va être totalement complémentaire pour créer de l'emploi et de la nourriture dans le futur. Voilà, et ma société s'appelle CRAMS, Comptoir de recherche aquacole et mythicole du Sénégal. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 15 personnes. Monsieur le ministre de la Pêche doit me donner ma concession marine, parce que là on avait un petit souci, donc Monsieur Haïdar nous a fait une aire marine protégée de 12 km², mais le ministre de la Pêche il a dit non, moi je suis pas d'accord, parce qu'à cet endroit-là j'ai une ZPP, une zone de pêche prioritaire. Et donc, s'il acceptait mon aire marine, ça faisait tomber le budget de la ZPP, donc c'était hors de question. Donc, du coup, on va monter avec le ministère de la Pêche une concession marine sur le même site, au même point GPS. Donc, on va avoir 2 autorisations pour 2 administrations différentes pour la même activité. Mais comme ça, tout le monde est content, sauf que ça m'a pris 4 ans et demi, quoi. Et donc, si tout va bien, on va avoir 7 signés au mois de janvier et fin février, on va doubler le nombre d'emplois déjà, on va passer à 30. Et si tout va bien, on espère pouvoir construire des écloseries comme ça, si Monsieur le Président va au bout du projet pilote, tous les 50 km sur les côtes du Sénégal. Merci beaucoup. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt.